Bonjour et bienvenue sur Tourism Marimi, le podcast qui te fait découvrir les métiers et formations du tourisme. Aujourd'hui, je reçois Alex Gaillard, chargé de développement touristique de la région Paris-Île-de-France au Centre des Monuments Nationaux. Dans cet épisode, il te dévoile les coulisses de grands monuments dont il a la charge, comme l'Arc de Triomphe ou encore le Panthéon, en t'expliquant comment certains aspects logistiques et des projets comme par exemple les expositions au sein des monuments sont décidés et mis en place tout en veillant à ce qu'ils soient rentables. Il te partage également ses différentes expériences professionnelles pour en arriver à ce poste, ainsi que les avantages que lui ont apporté l'année de césure qu'il a réalisée entre son Master 1 et 2 et qui a été selon lui décisive dans son parcours. Pour découvrir tout ça, je laisse donc la parole à Alex. Bonjour Alex, merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter ? Alors bonjour, donc je suis Alex Gaillard, je suis chargé de développement touristique au Centre des Monuments Nationaux pour la région Paris-Île-de-France. Voilà, est-ce qu'il y a besoin de préciser autre chose ou... Pas forcément, est-ce que du coup tu peux nous dire en quoi consiste ton métier plus en détail ? Oui, alors chargé de développement, donc j'ai à charge donc la région Paris-Île-de-France. J'ai 3 missions principales, à la fois la promotion des sites auprès des offices de tourisme, des institutionnels d'une manière globale, mais également des publics individuels, professionnels du tourisme, etc. La commercialisation, donc tout ce qui va être vente de billets à l'avance aux professionnels, à la fois des agences de voyage, des comités d'entreprise, des associations, etc. Et le développement de nouvelles offres dans les monuments à destination des touristes ou pas d'ailleurs, ça peut également être un public local, comme des escape games. Pour le coup, ça c'est des activités que l'on peut développer au sein de mon service dans les monuments. Ah oui, d'accord. Et est-ce que tu cherches aussi à faire entrer de nouveaux monuments ou pas? Alors non, nous notre objectif, alors on dépend de l'État pour le coup, le CMN est une structure administrative qui dépend du ministère de la Culture, donc on Mmh. ne cherche pas forcément à avoir plus de monuments. C'est l'État qui nous confie, la gestion de monuments, nationaux, de monuments historiques. C'est un réseau qui est vivant, c'est-à-dire qu'on va avoir des monuments qui vont, entrer, sortir du réseau, mais l'objectif c'est pas forcément, d'avoir, toujours plus de monuments. Là, par exemple, on a 2 monuments qui viennent d'intégrer le réseau. L'hôtel de la Marine qui devrait ouvrir au printemps 2021. Donc c'est le CMN qui en a récupéré la gestion, qui va notamment faire toute la partie rénovation de ce monument pour l'ouvrir au public. C'était anciennement du coup le siège de la marine française et du coup il va devenir un lieu culturel et touristique. Et un autre exemple que je peux donner, c'est le château de Villers-Cotterêts, qui également a été récupéré par le CMN en gestion. C'était un souhait du président Emmanuel Macron de créer la cité de la langue française dans le château de Villers-Cotterêts, là où a été signées les ordonnances de Villers-Cotterêts qui a instauré du coup la langue française. Et donc voilà, on va avoir du coup des monuments qui vont rentrer, sortir du réseau, mais pour le coup l'objectif c'est pas d'avoir toujours plus de monuments. D'accord. C'est intéressant de voir que, déjà que ça bouge, c'est assez surprenant. Moi, je pensais qu'une fois qu'un monument était entré, il y restait. Et concernant du coup le développement de l'offre touristique dans ces monuments, est-ce que tu as des directives principales? Je sais pas, par exemple, est-ce que, on te dit d'attirer des publics, plus jeunes ou faut qu'il y ait forcément un peu de digitalisation, dans l'offre ou ce genre de choses? Alors non, pas forcément. Mon rôle au sein du siège, ça va être surtout d'accompagner les monuments dans le développement de leur offre. C'est vraiment les monuments qui vont être porteurs de projets, qui Mmh. vont vouloir attirer tel ou tel public, et moi je vais devoir du coup les accompagner. Mon objectif, donc moi je suis à la direction du développement économique, c'est de faire en sorte que leur offre soit rentable pour l'établissement, qu'on ne perde pas d'argent à développer des offres, et que les visiteurs le plus large possible viennent et participent à ces activités. Certains monuments vont avoir des publics cibles différents. Certains vont privilégier les scolaires, par exemple. D'autres vont développer des offres spécifiques pour les personnes en situation de handicap. Certains vont plutôt développer des offres, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, d'escape game pour attirer une clientèle plus jeune. Donc voilà, ça dépend vraiment des priorités des monuments. Et moi, mon rôle, c'est de les accompagner dans le modèle économique et ensuite dans les cibles pour les activités. D'accord. Donc du coup, après tu peux faire des suggestions, mais dans l'absolu, tu décides pas en premier lieu ce que le monument devrait développer ou tu les aides pas à trouver de nouvelles idées de projet, par exemple. C'est bien ça? Ça va être les 2 en fait. Soit je les accompagne dans le projet qu'ils souhaitent développer, soit vraiment je peux leur faire des propositions. Si par exemple, un partenaire me propose, de développer, des balades à vélo par exemple dans un domaine, si la personne me contacte, moi je peux ensuite la renvoyer vers le monument et le monument décide s'il est intéressé ou pas. Et s'il est intéressé, là on peut commencer à négocier sur,
comment va se dérouler l'activité, et cetera, et cetera. Donc c'est à la fois les 2, c'est à la fois du conseil quand l'offre, est déjà existante et qu'on souhaite la développer ou alors, des propositions de développement. Mmh. Et du coup, en Île-de-France, il y en a combien des monuments? Alors, j'en ai du coup une douzaine qui sont ouverts au public. Alors, il y a ceux qui sont, ouverts au public avec une billetterie, il y a des monuments qui sont également fermés. Je vais citer 2 exemples, pour être un peu plus précis. On a par exemple le Panthéon qui a une billetterie, qui est ouvert au public. On Ouais. a d'autres domaines comme le domaine de Saint-Cloud par exemple, qui là pour le coup n'a pas de billetterie et qui est gratuit. Donc évidemment, c'est dans ma circonscription, mais moi je m'occupe principalement du développement de la billetterie et des publics. Donc le domaine de Saint-Cloud, le Palais Royal par exemple également qui est, géré par le CMN, ne vont pas être, vraiment dans mon intérêt, en Mmh. tout cas dans ma direction. Il va y avoir d'autres directions qui vont s'intéresser à ces monuments, notamment pour la partie, domaniale. On va avoir des concessions pour, les restaurateurs par exemple ou, des entreprises qui vont, louer, les monuments ou autres. Mais moi je me développe vraiment du coup la douzaine de monuments, qui, ont de la billetterie et qui accueillent du public. Je comprends. Et donc du coup, tes journées, ça se traduit comment en termes de mission? Tu es souvent au téléphone pour échanger avec tes partenaires, ce genre de choses? Alors c'est très variable pour le coup et j'ai vraiment pas une journée, qui se ressemble, sauf en Mmh. période de confinement. Pour le coup, forcément, là, je suis chez moi en télétravail. Sinon, c'est vraiment très, très variable. Je me déplace beaucoup sur les sites. Étant au siège, j'ai pas des contacts et de liens, quotidiens avec, tous les monuments. Donc c'est important que je me déplace dans les monuments pour rencontrer les équipes, pour rencontrer les administrateurs, pour échanger avec eux, pour Mmh. voir aussi un peu leur fonctionnement, leur quotidien. Parce que l'objectif, c'est que je ne sois pas déconnecté, justement de leur quotidien, de leurs, préoccupations, de leurs problématiques et que je sois vraiment au plus près d'eux. Après, je rencontre également beaucoup de partenaires, que ce soit les institutionnels comme, les offices de tourisme, les CRT, mais également les professionnels. Voilà, je vais faire aussi des salons, des démarchages, que ce soit auprès des comités d'entreprise. Là, par exemple, en septembre, j'étais sur, le forum des loisirs culturels franciliens organisé par le CRT. On a rencontré, sur une journée, une centaine de, comités d'entreprise, agences de voyage, guides conférenciers et cetera qui, souhaitaient avoir des informations, pratiques sur, nos monuments, notre billetterie, nos tarifs, nos actualités, expositions et cetera et cetera. Donc en fait, le fait d'avoir 12 monuments, ça rythme vraiment, les journées de manière très différente en fonction des actualités, des expositions, des problématiques rencontrées et cetera et cetera. Donc j'ai pas vraiment de journée type, les sujets «tombent» entre guillemets, au fil de la journée. OK. Oh, c'est intéressant de voir que tu es très mobile. Et donc du coup, comment est-ce que tu es devenue, chargée de développement, au CMN? Quelles études tu as faites? Tes expériences, précédentes? J'ai fait un master, aménagement et développement touristique des territoires. Donc, pour le coup, j'étais plutôt dans la thématique, développement touristique, dès mon master. J'ai fait Mmh. plusieurs stages à la fois en collectivité territoriale, en start-up, en cabinet de conseil. Donc, j'ai vraiment essayé, pendant mes études d'avoir des expériences très diverses, tout simplement pour voir ce qui me plaisait et pour, voir finalement toutes les possibilités qui s'ouvraient à moi avec un master tourisme qui était finalement assez transversal et qui me permettait, de faire plusieurs métiers différents. Donc, j'ai un peu multiplié les stages. J'ai fait une année de césure d'ailleurs pour faire, plusieurs stages et acquérir un peu plus d'expérience professionnelle. Un apprentissage lors de mon master 2 que j'ai fait en développement touristique à la mairie de Paris et très vite ensuite, après mon master et après mon apprentissage, j'ai fait un premier CDD, au sein de la DGE, la Direction générale des entreprises du ministère de l'économie et des finances, spécialisée dans le réseau, et l'animation de France Tourisme Lab, qui est le réseau des incubateurs, tourisme de France. Donc j'étais pas forcément dans du développement touristique pur, là, c'était plutôt de l'animation de réseau, la création d'événements pour valoriser les startups et cetera. Et ensuite, j'ai rejoint le CMN du coup en février 2019, si je me trompe pas. Oui, c'est ça, 2019. Voilà, ça s'est fait assez naturellement en fait. J'avais déjà plusieurs expériences, au sein de collectivités à Paris. Je connaissais, les acteurs institutionnels, je connaissais le territoire et donc pour le coup, mon profil a retenu l'attention et voilà. Et j'avais la formation aussi qui allait avec. Mmh. Et du coup, tes premiers stages, tu les as fait dans quoi? Parce que là, je vois que quand même, tu as beaucoup d'expérience dans des belles institutions. Alors, j'ai fait un premier stage du coup au département de la Seine-Maritime. Je viens du Havre du coup, en Seine-Maritime. Mon premier stage c'était, sur le développement de l'offre tourisme d'affaires sur la Seine-Maritime. D'accord. Ensuite, j'ai fait un deuxième stage au sein de la start-up MyRoomin qui, du coup était plutôt, sur, du digital, et sur l'hôtellerie. Donc c'était pas vraiment mon cœur, de métier entre guillemets à l'origine, mais, ça a été assez intéressant. J'étais, community manager, donc ça m'a permis de, me familiariser avec, tout ce qui est, outils, digitaux, gestion des réseaux sociaux et cetera. Ensuite, j'ai fait un autre stage en cabinet de conseil. Donc là, c'était vraiment du développement de projets touristiques, pour, des collectivités, des, groupes privés, d'une manière globale.
à la fois en France et à l'étranger. Donc ça, c'était assez intéressant également d'avoir cette vision de développement touristique à l'international. Et ensuite, donc mon apprentissage à la mairie de Paris et ensuite mon CDD et mon poste au CMN actuel. Donc du coup, j'ai fait 3 stages et un apprentissage d'1 an. D'accord. Et du coup, l'année de césure, est-ce que tu le conseillerais? Parce que enfin, moi, je trouve ça hyper utile justement d'avoir une année où on se consacre à faire des stages avant de terminer ses études. Est-ce que c'est pas trop difficile, même si après c'était en alternance et donc du coup tu as continué à travailler, mais de retourner dans les études alors que tu as fait une coupure d'un an où tu étais vraiment entré dans le monde du travail? L'année de césure, je la conseille clairement. Ça a vraiment été, très intéressant pour moi. J'ai fait 2 stages de 6 mois que clairement je n'aurais pas pu faire sans, cette année de césure. Ça Mmh. m'a permis vraiment d'élargir mes horizons et de commencer à me créer un réseau professionnel. C'est ce qui m'a permis d'ailleurs de trouver mon alternance ensuite, alternance que j'aurais pas forcément eue du coup si j'avais pas fait cette année de césure. Donc je la conseille. C'est vrai qu'à l'IREST notamment, là où j'ai fait mon master tourisme, le master 2 est divisé vraiment en 2 semestres, un, en cours mais avec, une alternance entreprise, école on va dire, et le deuxième semestre qui est entièrement en entreprise. Donc le retour en master 2 finalement n'a pas été si compliqué que ça parce que j'avais que 4 mois de cours à mi-temps, donc c'était pas non plus, trop important et j'avais toujours un pied du coup en entreprise avec mon apprentissage. Donc ça me permettait vraiment de varier les 2 et pour le coup la transition n'a pas été, dérangeante, au contraire. Ça m'a vraiment, permis de mûrir, de «grandir» entre guillemets, sur, la thématique tourisme et d'arriver beaucoup plus sereinement en master 2 avec, des compétences, acquises, lors de mes stages et des connaissances surtout, du secteur du tourisme que je n'avais pas forcément quand j'étais en master. D'accord. Donc tu as fait plusieurs expériences en chargé de développement touristique et je pense qu'aujourd'hui, du coup, c'est dans cette voie que tu souhaites continuer. Mmh. Et du coup, qu'est-ce qui t'a le plus plu dans ce travail et qui fait que tu te diriges vers cette voie, aujourd'hui? Alors moi, ce qui m'intéresse surtout, au CMN, c'est que dans les monuments, il n'y a pas forcément de spécialistes du développement touristique. Donc du coup, j'apporte vraiment, mes connaissances et des compétences à des acteurs dans les monuments qui sont plutôt spécialisés soit en communication, soit en gestion, du personnel, budgétaire et cetera, en développement culturel. C'est vrai que les monuments travaillent beaucoup sur la programmation culturelle, le développement des expositions, les ateliers famille et cetera. Il y a pas forcément ce point de vue touristique, donc c'est vraiment, ce côté-là qui m'intéresse et du coup apporter, une expertise sur un domaine à des monuments qui, du coup, n'ont pas forcément toutes ces compétences-là. Ce qui m'intéresse aussi forcément, notamment au CMN, mais c'est un peu particulier parce qu'il y a pas beaucoup de réseaux comme ça avec 100 monuments répartis sur toute la France, mais c'est la diversité. Finalement, je rencontre des problématiques qui sont très différentes. L'Arc de Triomphe, par exemple, n'a pas les mêmes problématiques que la basilique de Saint-Denis, qui n'a pas la même problématique que le château de Rambouillet. Donc c'est cette diversité qui est très intéressante et qui me permet d'enrichir vraiment à la fois mes connaissances des territoires, et de voir le développement touristique à différentes échelles. Je pense que ça aussi, c'est super important. Là, je monte forcément en compétences, sur, des monuments qui accueillent plus de 1,6 million visiteurs, par an et des monuments qui font, environ 40-50 000 visiteurs. Donc on est sur des problématiques qui sont quand même, très différentes et qui me permettent, au quotidien, de voir des choses très différentes. D'accord. Et aussi, est-ce qu'il y a un aspect qui te plaît un peu moins dans ton travail, qui est assez important pour le souligner? Il y a 2 choses, du coup, alors forcément, on connaît une administration publique, donc on est quand même loin des clichés, où, chaque projet met, 3 ans avant d'aboutir, hein. On n'est pas du tout, dans ce registre-là et pour le coup, j'étais assez surpris justement, de pouvoir monter des projets, assez rapidement, de manière fluide et d'être, vraiment soutenu par d'autres directions, du CMN, pour lesquelles je n'ai pas des compétences, comme le juridique. C'est vrai que la partie juridique est quand même assez importante quand on travaille dans le public. Cette partie, je ne la connaissais pas, je ne la maîtrisais pas, donc du coup, je suis accompagné aussi par d'autres directions, ça, c'est super important. Bon, forcément, parfois, c'est un peu plus compliqué, hein, voilà, la réglementation dans le public, ça a ses difficultés, donc c'est pas forcément un frein, mais c'est quelque chose quand même qu'il faut prendre en compte. Oui, d'accord. Et la deuxième chose, je dirais, c'est, bah, ça rejoint un peu la partie la plus positive de mon job, c'est-à-dire avoir, une douzaine de monuments avec moi. C'est à la fois ultra enrichissant, mais aussi parfois très frustrant parce que j'aimerais du coup, passer un peu plus de temps, pour développer, telle ou telle chose dans les monuments et j'en ai pas forcément le temps, ni les moyens pour le faire, financiers et cetera. Donc c'est un peu ce côté un peu frustrant de vouloir, faire plus pour le développement touristique de certains monuments, mais ne pas forcément être en capacité de le faire du fait de notre organisation. Mmh. Et du coup, je pense l'avoir compris, mais je suis pas certaine. Du coup, tu es vraiment tout seul pour, ce poste-là? Tu as personne qui t'assiste, C'est ça, en fait, on est une équipe, de 8 personnes. On a un chef du coup qui gère le développement national, de la France et ensuite on est 8 collègues à s'être répartis un peu, différentes régions en France. Donc moi, c'est uniquement la région Paris-Île-de-France, ce qui est déjà pas mal, hein, Ouais. 12 monuments pour le coup, ça représente quand même une charge de travail importante.
Je vais avoir des collègues qui vont gérer, par exemple, la région Bretagne-Normandie, la région Centre-Val de Loire, Pays de la Loire, la région Occitanie, la région Aquitaine, etc., etc. Donc on est 8 du coup à cette répartie de territoire à avoir quasiment les mêmes missions, mais pour les autres monuments. Et on a en moyenne une dizaine de sites par personne. D'accord. Et est-ce que vous avez remarqué que des projets ou certaines choses peuvent s'appliquer à d'autres régions ou vraiment vous avez remarqué qu'il y avait des spécificités pour chacune et que, il y avait pas, trop, d'échanges possibles parce que, c'était pas, je sais pas, la même fréquentation ou ce genre de choses? Alors, c'est sûr que, le fait enfin, pour moi, notamment, de travailler sur la région Paris-Île-de-France, c'est très particulier, notamment en termes de clientèle. On va pas forcément du tout travailler sur les mêmes cibles. Moi, j'ai beaucoup de monuments qui fonctionnent beaucoup, avec des clientèles internationales. Donc pour le coup, forcément, ça impacte mon travail. On a d'ailleurs une direction, enfin un pôle qui s'occupe également du développement international. Donc je travaille, beaucoup plus avec eux que mes collègues parce que forcément la région Paris, avec l'Arc de Triomphe, la Sainte-Chapelle, la Conciergerie, va avoir des clientèles très différentes. D'accord. Après, on va avoir forcément des sujets en commun qui vont, encore une fois, être sur des échelles différentes, mais voilà, on travaille à la promotion des sites, notamment avec la diffusion de flyers, par exemple. Bon, bah ça, la diffusion de flyers, qu'on soit sur Paris, Île-de-France ou sur la région PACA, par exemple, c'est plus ou moins la même chose. Donc, on va quand même avoir des sujets en commun. Les niveaux ne vont pas forcément être identiques, les missions ne vont pas forcément être exactement les mêmes et les problématiques identiques non plus. Mais pour le coup, on a quand même un socle, on va dire, de missions communes entre chargés de développement. OK, très bien. Et selon toi, c'est quoi la qualité la plus importante ou la compétence qu'il faudrait développer si on a envie, de faire le même métier que toi aujourd'hui? Je dirais la polyvalence pour le coup. C'est vrai qu'il faut, quand même être capable de passer, très rapidement d'un sujet à un autre, d'un monument à un autre, d'un territoire à un autre, si je puis dire. Donc Mmh. c'est vrai qu'il faut être extrêmement polyvalent et très réactif. C'est vrai que, par exemple, je vais peut-être travailler parfois sur, 3-4 sites sur une matinée avec des problématiques différentes. Pour un, je dois, renouveler une convention avec un office de tourisme. Pour l'autre, je dois, accueillir un prestataire qui souhaite développer, telle offre dans le monument. Enfin voilà, pour le coup, ça va être, très différent, donc faut être réactif et très polyvalent et pas se laisser déborder. Je pense que c'est ça aussi l'une des choses les plus importantes, c'est qu'on peut très vite se laisser déborder, dans ce type de situation, parce qu'on a toujours, 1 000 000 de sujets en cours, donc il faut, s'organiser, être réactif et voilà. Ouais, j'imagine très bien. Et du coup, par rapport à cette polyvalence, j'imagine que ça t'aide en ce moment, puisque la crise sanitaire, elle impacte quand même beaucoup ton travail aujourd'hui et dans quelle mesure? Oui, la crise évidemment nous impacte énormément. Alors c'est vrai que pendant le premier confinement, on n'a pas eu au sein de mon pôle une vraie baisse d'activité. Les monuments étaient fermés, mais il y avait toute la question des réouvertures des monuments qui était, très présente et très importante. On Mmh. a développé énormément de sites en e-billetterie horodatée, alors qu'aucun de nos sites, ou moins très, très peu, enfin, on avait simplement fait un test à l'Arc de Triomphe, pour le horodatage. Donc on a dû développer tout ça à l'échelle de 38 monuments. Donc c'est quand même assez colossal parce qu'il faut, définir des jauges, délimiter, des créneaux. Alors j'étais pas sur la partie, paramétrage et développement, mais c'est vrai qu'il y avait toute cette partie-là également qui devait, être mise en place. Donc Mmh. c'est vrai que j'ai eu un peu pas mal de changements de mission du coup pendant la période de confinement avec, toute cette partie plutôt problématique, comment est-ce qu'on accueille le visiteur en toute sécurité dans nos monuments avec, des nouveaux protocoles sanitaires et cetera, qui a eu des impacts d'ailleurs, très, très importants, dans nos monuments, hein. On est passé, par exemple à 20 en capacité, d'accueil pour la Sainte-Chapelle. Donc, de base, même si on remplit tous nos créneaux, on perd, quasiment 80 de notre fréquentation, donc c'est assez, c'est énorme. Après le déconfinement, on s'est revenu à peu près à la normale, dans le Mmh. sens où on a repris nos activités à la fois de promotion, de commercialisation auprès des professionnels, et cetera, ce qu'on n'avait pas du coup pendant le confinement. Et là, bah, c'est reparti pour le coup. On a de nouveau stoppé toute la partie commercialisation, toute la partie promotion. Mmh. Donc c'est à la fois aussi la gestion des annulations, malheureusement prévenir des partenaires qu'on va pas pouvoir faire telle opération parce que les sites sont fermés, et cetera. Donc c'est une partie qui est pas forcément très, enfin, elle est intéressante en termes de gestion, mais elle est pas forcément très cool, si je puis dire. Voilà, quand on doit annuler des opérations avec des partenaires qui sont déjà en difficulté et qui, comptaient aussi sur nous pour, développer tel ou tel secteur, et pour, promouvoir tel ou tel site, forcément, voilà, ça a un impact et c'est la partie un peu moins fun de ce confinement et de cette crise sanitaire, c'est que malheureusement, il y a des choses qu'on ne peut pas faire ou plus faire et c'est vrai que ça c'est un peu plus compliqué à gérer. Mais bon, on va s'en sortir et on va y arriver et on espère surtout que les monuments vont pouvoir rouvrir très rapidement et qu'on va pouvoir, notamment accueillir des visiteurs pour, cet hiver. Mmh, complètement. Par rapport au premier confinement, tu disais que vous prépariez déjà la réouverture. Et est-ce que du coup vous avez changé de stratégie puisque, on lisait un peu partout que maintenant il fallait s'adresser, à une clientèle, domestique?
Et donc du coup, est-ce que vous avez aussi changé ces projets-là parce que peut-être qu'avant c'était plus tourné vers une clientèle internationale? Alors oui, tout à fait. Moi, c'est vrai que vraiment la base de mon métier, c'est quand même de toucher les clientèles touristiques, pas forcément les clientèles locales. On a une mission de communication, du coup, qui s'occupe de la gestion des réseaux sociaux, des campagnes d'affichage dans les métros et cetera. Moi, c'est pas vraiment mon cœur de métier. Moi, c'est vraiment, toucher les clientèles touristiques. Donc forcément, là, c'est très impacté parce qu'aujourd'hui, bah, il y a pas de touristes à Paris. Donc certaines opérations de promotion que je devais faire à destination des touristes sont plutôt aujourd'hui à destination des Parisiens et des Franciliens d'une manière plus globale. Donc je m'associe à des structures, avec qui je ne travaillais pas forcément auparavant, des médias influents comme, Le Bonbon, Paris Secret et cetera et cetera. Je change un peu de fusil d'épaule, j'essaie de m'adapter aussi à la situation et du coup, je m'intéresse plus aujourd'hui aux clientèles locales et parisiennes qu'aux touristes, forcément. Mmh. C'est un peu malheureux parce qu'on s'en serait bien passé, mais je pense que ça enrichit quand même aussi ton expérience d'un autre côté. Faut quand même tirer un peu de positif de ça. Bien sûr, pour le coup, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, c'est voilà de la réactivité et de l'adaptation par rapport à la situation. Mmh. Et est-ce que tu dirais que cette crise, c'est un des plus gros obstacles que tu as rencontrés dans toutes tes expériences professionnelles? Oui, clairement. Alors après, c'est vrai que bon, ça fait, même pas 2 ans que je suis au CMN. C'est ma première vraie, expérience, professionnelle, de longue durée, on va dire. Donc, forcément, c'est, de loin, la plus grande crise. Après, enfin, pour être honnête, quand je suis arrivé au CMN, je suis arrivé en plein gilet jaune avec l'Arc de Triomphe, donc c'était quand même aussi une situation assez complexe à gérer. Oui, j'imagine. Quelques semaines après mon arrivée, il y a Notre-Dame qui a brûlé. Le CMN avait la gestion des tours de Notre-Dame, donc ça a été aussi qu'un un petit, une Mmh. petite, voilà, une petite source de différentes problématiques avec, les professionnels et cetera, la communication de crise, et j'en passe. Mmh. On a eu ensuite, toutes les grèves du mois de décembre. On a eu ensuite, du coup, le coronavirus. Donc j'avoue que depuis que je suis arrivé, j'enchaîne un peu toutes les crises. J'ai pas l'impression d'avoir eu, 1 mois, ou une année vraiment très tranquille pour le coup. Mmh. Mais là, c'est vrai que oui, le coronavirus, clairement, c'est incomparable même par rapport aux attentats de 2015 où du coup, on a eu une vraie baisse, de la fréquentation touristique à Paris. Mais là, en fait, on dépasse complètement ce cadre-là. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu une baisse de 10. On a eu, à Paris, une baisse de 80 de la fréquentation touristique. Donc, c'est vraiment incomparable et ça nous oblige à nous re-questionner aussi sur les modèles. Mmh. Voilà, quand on a à l'origine des monuments comme l'Arc de Triomphe, la Sainte-Chapelle qui sont quasiment à saturation, qui accueille, plus de 1,4 million, 1,6 million de visiteurs par an et qui aujourd'hui, bah, n'en accueille plus autant et plus dans les mêmes mesures. Ça nous oblige nous aussi à nous réinventer, à trouver des nouveaux modèles de financement. Alors, j'en ai pas parlé, mais je vais quand même le citer parce que c'est quand même assez intéressant. Le CMN fonctionne vraiment par un système de péréquation, en fait. On a une quinzaine de monuments qui, concrètement vont nous rapporter de l'argent et qui va ensuite, se répartir sur, tout le réseau et sur les autres monuments. C'est grâce à l'Arc de Triomphe, à l'abbaye du Mont-Saint-Michel, au château de Carcassonne, à la Sainte-Chapelle, que des petits monuments, en France, dans des zones un peu plus rurales et des monuments qui sont un peu moins visités, peuvent, accueillir des expositions, avoir, des budgets en communication événementielle et cetera. Donc forcément là, le fait entre guillemets de ne plus avoir cette manne financière, notamment de la part des touristes internationaux qui viennent sur, des monuments comme le Mont Saint-Michel et l'Arc de Triomphe, bah, ça nous oblige à re-questionner tout notre modèle économique finalement Ah oui, et à d'accord. trouver d'autres, sources de financement. On travaille dessus actuellement, je peux pas vraiment en dire plus, mais pour le coup, forcément ça nous oblige à nous réinventer. J'ai un peu dévié, hein, de la question, d'origine pour le coup, mais Ah non, mais c'est très bien. Non, non, c'est top. Justement, ça apporte plus de précision et tout. Non, c'est très bien. Mais du coup, est-ce que cette stratégie aussi de s'adresser plus à une clientèle locale, vous allez la poursuivre du coup? Parce que je vois par exemple que sur Atout France, cet été, on a eu le projet «Cet été, je visite la France» et j'ai vu qu'il était continué en «Je redécouvre la France», donc j'ai l'impression que ça va être quelque chose que vraiment ils vont mettre en avant. Du coup, est-ce que ça fait aussi partie de votre stratégie maintenant à plus long terme, c'est de s'adresser vraiment à la clientèle domestique? globalement, alors c'est vrai que moi c'est un peu particulier parce que je suis sur Paris, mais globalement, on se préoccupe plus des clientèles touristiques nationales, on va dire, françaises et locales d'une manière globale. C'est vrai que moi j'ai la particularité sur Paris d'avoir, beaucoup de monuments, qui ont, une certaine aura à l'international, donc je me préoccupe aussi de ces clientèles-là avec, le pôle international. Mmh. Mais c'est vrai que globalement, ça a quand même toujours été notre cible, les clientèles françaises, nationales, moins locales. Mais c'est vrai que c'est difficile à dire aujourd'hui. Je ne saurais pas dire si dans 1 an, 2 ans, je me préoccuperai toujours des clientèles locales ou si je me refocaliserai de nouveau sur les clientèles touristiques.
Ça va dépendre aussi beaucoup de finalement l'évolution du tourisme à l'échelle internationale. C'est vrai que là, on parle d'un retour à la normale entre guillemets par avant 2025, 2027. Ça dépend un peu des interlocuteurs qu'on a en face. Donc forcément, ça va m'impacter et je vais plutôt m'adapter aux différents courants, aux différentes évolutions du coup touristiques sur Paris qu'autre chose. Oui, c'est sûr que ça reste difficile d'établir une stratégie maintenant alors qu'on est encore, dans le flou. On ne sait pas encore combien de temps on va être confiné, en réalité, donc oui, je comprends tout à fait. Et du coup, pour revenir un peu sur une note positive, dans tous ces événements que tu as traversés, est-ce qu'il y a une chose dont tu es fière en particulier, dans ton parcours? Dans mon parcours, bah, ce serait surtout d'être, à ma place aujourd'hui, hein. Clairement, c'est une grande chance pour moi d'être au CMN aujourd'hui. J'aurais pas forcément d'exemple très précis sur, une fierté que j'aurais pu accomplir, au CMN. Je sais pas, je sais qu'on a développé beaucoup de choses, l'un de mes gros projets sur l'année 2019 notamment, ça a été le développement d'un pass, touristique, dédié à Marie-Antoinette sur l'Île-de-France. Donc on a 4 sites qui, tournent autour de l'histoire de Marie-Antoinette et c'était la première fois qu'au CMN, on avait du coup, un pass de ce type, unique, qui permettait d'accéder à 4 monuments avec un seul QR code. Alors ça paraît, ça paraît un peu anecdotique, mais c'est vrai que pour le coup, en termes de développement, nous, c'était la première fois qu'on faisait un vrai billet jumelé, avec un seul, code barre. Donc Mmh. pour le coup, c'est vrai que ce projet était assez, intéressant à développer. Voilà, je pense que si je devais en citer un, c'est vrai que ça a été mon gros projet sur l'année 2019. Voilà, c'est celui que je citerai. D'accord, OK. Et est-ce qu'il y a une ressource, donc ça peut être un livre, un film ou même complètement autre chose, qui fait que, tu as décidé de te lancer dans le tourisme? Alors oui, pour le coup, le tourisme, alors c'est une thématique que j'avais abordée lors de ma deuxième année de licence de géographie, à la Sorbonne. Mmh. J'avais eu un cours sur, la région Île-de-France et il y avait, une des sessions qui était, dédiée au tourisme et pour le coup, cette session m'avait vraiment passionné et j'ai commencé à m'intéresser au tourisme, à ce moment-là, donc 2 ans du coup avant le début de mon master et on nous avait conseillé un ouvrage, c'était, «Métropolisation et tourisme: comment le tourisme redessine Paris». Et c'est vrai que cet ouvrage m'a particulièrement passionné et donc l'une des personnes qui a rédigé, ce livre, c'est Maria Gravray-Barbas, qui était du coup directrice, de l'IREST, à l'époque et pour le coup, c'est un peu comme ça que je me suis intéressé aussi, au tourisme, à l'IREST et aux formations du coup qui pouvaient, être données dans cette thématique, Mmh. où j'ai trouvé cette formation développement et aménagement touristique, voilà qui correspondait à mon parcours, plutôt géographe, aménagement du territoire et donc je me suis spécialisé finalement en tourisme grâce à ça. D'accord. Ah, c'est drôle de voir que c'est en cours que tu t'es découvert une nouvelle vocation parce que si tu étais en géographie avant, c'est que tu pensais t'orienter vers autre chose à la base, non? Alors à l'origine, je voulais être prof, donc pour le D'accord. coup, rien à voir. Je voulais être prof d'histoire géo, mais c'est vrai qu'avec le recul, je voulais finalement, une formation professionnalisante. Je voulais pas forcément être, prof tout de suite. Je voulais acquérir avant de l'expérience professionnelle et avoir un peu de vécu, si je puis dire et voilà, le tourisme du coup, ça a été, un peu une rencontre, au hasard, hein, clairement, mais ça m'a apporté une professionnalisation, une formation avec, des stages, apprentissage, et une thématique surtout, que j'étais pas non plus, trop large avec, voilà, quand on a une formation généraliste, comme, géographe, bah, forcément on touche à beaucoup de thématiques. Voilà, j'ai voulu me spécialiser, me professionnaliser et c'est comme ça que du coup j'ai fait mon parcours. C'est une belle histoire en tout cas. De mon côté, je pense que j'ai fait le tour. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter? Peut-être quelque chose que je t'ai pas demandé mais qui te semble important peut-être dans ton métier ou dans ton parcours? Pas forcément. C'est vrai que la situation actuellement est compliquée pour le tourisme, donc j'ai une pensée particulière pour les étudiants actuels et les jeunes diplômés, de l'IREST, mais globalement tous ceux qui font des formations touristiques, hôtelières aujourd'hui. Voilà, la situation ne va pas être simple pour, eux et pour nous d'une manière globale, pour les prochains mois, les prochaines années. Donc je pense qu'il va falloir être, très solidaire, pour, surmonter cette crise. C'est sûr et c'est d'ailleurs l'objectif de ce podcast. Je pense que ton parcours aidera des auditeurs à s'orienter et à se motiver aussi peut-être donc je te remercie d'avoir échangé avec moi et à très bientôt. À très bientôt, merci. Merci de t'être rejoint à cette discussion avec Alex, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, tu peux nous le faire savoir en t'abonnant, c'est ce qui soutient le plus mon travail. Si tu es open to work, tu peux te connecter à Alex sur LinkedIn. Il relaie très régulièrement des annonces de stages, alternance CDD et CDI qui pourraient t'intéresser. Le lien de son compte est dans la description, tout comme la formation de l'IREST qu'il a suivie pour son master et qui lui a permis de faire 3 stages et 1 année d'alternance si jamais tu souhaites suivre la même voie.
Sinon, comme d'habitude, on se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode de Tourisme Marimi. Salut!